Une nouvelle de Hao Jingfang, le dernier des braves. Il sauta par-dessus la barrière et franchit la dernière partie du chemin dans la prairie. On voyait déjà au loin la ligne douce des collines et du petit village. Les grandes herbes ployaient sous le vent dans cette étendue infinie, au milieu de laquelle seul un arbre sec se dressait solitaire. Et le soleil couchant éclairait les abords du village d'un halo doré éblouissant. La ligne des collines disparaissait sous cette lueur qui fondait en un même ensemble le ciel et la plaine, tandis que les derniers reflets du jour teintaient l'herbe de couleurs confuses, mêlant pointes d'or et ombres noires. Devant les montagnes bleues au loin, la prairie semblait une mer profonde. L'herbe bruissait sous ses pieds qui s'enfonçaient dans cette surface douce et épaisse. Seul le vent troublait sa solitude et le silence environnant. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle impression d'immensité et de liberté. À tel point qu'il aurait voulu courir ainsi éternellement. Du coin de ses lunettes, il évalua à moins d'1 kilomètre la distance qui le séparait du métro. Mais ses poursuivants n'étaient plus qu'à 5 kilomètres. Une pointe de désespoir le tenaillait. Après avoir couru si loin, il arrivait tout près d'un accès au transport public qu'il n'atteindrait probablement pas. Si seulement il parvenait à pénétrer dans le métro, il pourrait disparaître de 100 manières au milieu de la marée humaine. Mais les véhicules à effet de sol étaient étonnamment rapides dans un tel environnement. Il vit dans ses lunettes un point rouge s'approcher. Dans quelques minutes, il serait intercepté par les soldats. Il continuait à courir, libéré de l'oppression ressentie un instant dans sa poitrine. Il avait atteint ce point mécanique où la douleur et la fatigue disparaissent, et il ne sentait presque plus ses jambes, qu'il animait de toutes ses forces, les oreilles glacées par le vent, le regard fixé sur son but, un bâtiment devant lequel étaient garés 2 camions. On aurait dit l'entrepôt d'un supermarché ordinaire ou d'un immeuble auquel on aurait volontairement donné l'apparence d'un supermarché. Sur le jaune terreux des murs en métal, nervurés, étaient écrits des mots en lettres blanches. Le bâtiment s'agrandit à mesure qu'il approchait. Il s'efforça de regarder encore une fois les montagnes et la prairie pour graver en lui cette image d'infini et de sérénité. Soudain, le feu jaillit dans les herbes. Des flammes s'élevèrent et s'éteignirent aussi vite pour ne laisser qu'une trace brune. Son cœur se serra. Ses poursuivants étaient arrivés. Le faisceau laser frappa encore, brûlant les herbes, et il entendit des pas derrière lui. Il changea de direction, suivi par le faisceau, qui manqua plusieurs fois de peu le bas de son pantalon. Les éclairs lumineux continuaient de s'abattre, et l'un d'eux atteignit la poche latérale de son sac à dos. Il trébucha, se laissa tomber et se releva, abandonnant le sac déjà transpercé qui brûlait en silence. Il réunit toutes ses forces pour courir derrière les camions stationnés, puis jusqu'à la porte qui s'ouvrit. Apparemment, on chargeait des marchandises. Il avait vu derrière lui l'hectaplane qui arrivait brusquement sur ses traces. Il plongea à travers la porte. Des étincelles jaillirent sur le mur qu'il venait de franchir. Il bondit, agrippa par le cou un vieil homme qui sortait de l'entrepôt et l'immobilisa en lui braquant un pistolet sur le front. Il se retourna face à ses poursuivants. Les émissions laser stoppèrent provisoirement. Il recula pas à pas au fond de l'entrepôt. Le vieillard émit des sons indistincts sans pouvoir prononcer un mot. Tenta en vain de saisir quelque chose devant lui, mais fut contraint de suivre. L'ennemi, qui avait déjà avancé jusqu'à la porte, sembla hésiter un moment à entrer. Entraînant le vieillard, il appuya avec sa tête sur le bouton de fermeture rouge du panneau de commande. Alors que la porte se fermait, un rayon laser jaillit à travers la fente, mais il était déjà à l'abri derrière le ventail. Une fois la porte fermée, il relâcha le vieillard et le força à actionner les commandes de plusieurs portes verrouillées. Il découvrit que celle de l'entrepôt était trop épaisse et son verrou intérieur trop complexe pour un supermarché ordinaire. Levant les yeux, il vit qu'il s'agissait d'un dépôt de munitions.
Il aurait dû s'y attendre, en raison de la base militaire à proximité. Bloquant le cou du vieillard avec son bras, il fit le tour du hangar pour examiner la topologie des lieux et mettre toutes les caméras hors service. Il avait travaillé dans un endroit similaire et en connaissait assez bien les conventions de stockage. Il contraignit le vieux à le conduire dans chacun des passages, qu'il examina attentivement, puis, après s'être assuré de n'avoir rien omis, il libéra son otage qui tomba assis au sol. Après avoir repris son souffle, il s'assit sur un siège en plastique, disposé dans un coin, puis releva le vieillard et le fit s'asseoir à côté de lui. « Je m'appelle CJ47, dit-il. « Je sais, dit le vieux. La télévision a parlé de vous. » Il se leva stupéfait. « Quelle télévision ?»« La chaîne locale à l'instant, » répondit lentement le vieux en courbant le dos sur sa chaise en plastique pour retrousser méthodiquement le bas de son pantalon qui traînait par terre. Ils ont dit que vous étiez dangereux, ont demandé à tous les habitants de ne pas vous laisser rentrer chez eux, et à tous ceux qui vous auraient vu de le signaler. « Quoi ? Donnez-moi votre téléphone !» cria-t-il en braquant son pistolet sur la tempe du vieillard. Celui-ci se redressa, sortit l'appareil de sa veste, le lui remit et se laissa fouiller et retourner toutes ses poches. Encore méfiant, CJ47 palpa jusqu'à ses sous-vêtements. Le vieux était maigre et sec. « C'est inutile, dit-il. Vous ne pourrez pas vous cacher plus d'une nuit. Ils vous attraperont demain. »« Comment ? Ils peuvent entrer de force ? » ?»« Non, ici les dispositifs de sécurité sont inviolables. Ils peuvent détruire l'entrepôt. » Le vieux secoua la tête. « Non, cela ferait exploser les munitions et détruirait tout le quartier. » « Alors pourquoi dites-vous que je ne pourrai tenir que jusqu'à demain ? Ils injecteront du gaz toxique. Ils le font dans tous les bâtiments ventilés. C'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Alors il faut obstruer immédiatement les bouches d'aération. Voulez-vous vous suicider ? On peut tenir un moment, non ? Il réfléchit un instant et ajouta. Je ne crois pas qu'ils le feront. Vous êtes ici mon otage. Vous n'avez rien fait. Ils ne vont pas vous empoisonner. « Si, » répondit froidement le vieux, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. « Je ne suis rien. Ils se moquent bien que je meure, et ils feront en sorte que la nouvelle ne s'ébruite pas. » « Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, ils nous auraient tués tous les deux tout à l'heure. C'est simplement parce que les hommes de l'Ectaplane n'étaient pas sûrs de mon identité. Cette nuit, lorsqu'ils auront vérifié que je ne suis que le clone 32, magasinier de l'entrepôt, ils n'auront pas de scrupules. Cela se produit souvent. Je suis déjà mort une fois. » CJ47 frissonna. Il avala sa salive et demanda. « Mais qui êtes-vous » Le vieux se leva et se dirigea vers l'autre extrémité du hangar, apparemment indifférent à l'armée braquée sur lui. « Je suis un simple kidam. Et mon nom ne vous dira rien, mais je n'ai rien à cacher. Je m'appelle Panyo 32, et je ne suis qu'un individu lambda. »« Attendez, attendez !» CJ47 se leva, rattrapa le vieux et le saisit par le bras. « Vous connaissez bien un moyen. Vous avez déjà vécu une telle situation. Vous devez savoir comment y échapper, non ?» Le vieux leva les yeux sur lui. « Si je le savais, je ne serais pas mort la première fois. » CJ le suivit. « Mais vous devez m'aider. Nous sommes dans le même bateau. S'il nous envoie du gaz toxique demain, vous mourrez avec moi. Vous ne voulez pas mourir, si ? Alors aidez-moi à m'enfuir. En me sauvant, vous vous sauvez vous-même. » Il se força à prendre un ton menaçant. « Vous osez refuser. Je vais vous attacher et vous ne pourrez plus vous défiler. »« Dans ce cas, comment pourrais-je vous aider ?» CJ47 avança d'un pas pour se placer devant le vieillard et lui barrer le chemin, l'empoigna des deux mains et serra, comme pour enfoncer ses doigts jusqu'aux os de ses bras, puis gronda. « Tu veux m'aider, oui ou non ? Si tu refuses, tu vas regretter d'être né. » Bien que secoué comme une poupée désarticulée, le vieillard répondit d'une voix égale. « Faites ce que vous voulez, de toute façon, la mort nous attend tôt ou tard. »
Désespéré, CJ le relâcha et soupira. « Que voulez-vous en échange ? J'ai des biens cachés. Dès que je serai en sûreté, je vous donnerai une grosse somme d'argent. Combien voulez-vous ? Dites-le-moi, et vous l'aurez. Vous pouvez me croire. » Le vieillard tira sur la manche de son bleu de travail pour le défroisser. « Bien sûr que je vous crois. Le trésor des CJ, hein. Je sais que vous avez de l'argent. Mais j'en ai assez pour subvenir à mes besoins. Il ne me reste guère d'années à vivre. Je n'aurai pas le temps de le dépenser. » « Vous connaissez mon trésor ? Mais qui ne le connaît pas ? Il y a d'innombrables grosses fortunes parmi vos soutiens et la contribution d'une seule d'entre elles suffirait à le constituer. » CJ n'avait pas regardé la télévision depuis bien longtemps. Il n'avait pas de poste là où il avait été enfermé et il ne savait pas quelle était actuellement son image auprès du public. « Que savez-vous d'autre sur moi ?» Le vieillard soupira et poursuivit son chemin vers l'écran installé au mur. « Rien de spécial, toujours la même chose. Vous êtes un génie et vous avez créé votre propre modèle d'univers et votre propre vision de la civilisation, qui n'est pas compatible avec le paradigme en vigueur. Beaucoup de gens voudraient que vous soyez leur dirigeant et que vous bénéficiez de nombreux soutiens, bien que vous n'ayez pas fondé de parti, mais les autorités disent que votre théorie est fausse et veulent vous tuer parce qu'ils vous considèrent comme une grave menace. C'est tout. »« Ma théorie est vraie, » dit-il en suivant le vieillard. « Inutile d'essayer de me convaincre, de toute façon, je n'y comprends rien. » dit le vieux, indifférent à ses paroles en manipulant l'écran mural pour achever son travail quotidien de surveillance. « Je n'ai jamais incité à une révolution violente. Inutile de vous justifier. Ce n'est pas moi qui vous pourchasse. Certaines actions ne sont pas de mon fait, » continua CJ47. « Je ne sais pas tout ce que font mes soutiens. » Le vieux s'interrompit et se retourna pour dire: « Si j'ai bien compris, d'après votre nom, vous êtes le 47e clone. » CJ47 hocha la tête. « De nombreuses choses ne sont pas vraiment de vous, alors. »« C'est vrai, mais vous savez, y compris la première version de la théorie. » Il aurait voulu nier, mais il n'avait aucune raison de le faire. « C'est vrai, ce n'est pas moi, mais je... » Alors pourquoi attacher autant d'importance à ce qu'a fait votre corps original ? Il sursauta. Pourquoi n'y attacherais-je pas d'importance ? Ces actions sont les miennes. Là, vous avez tort. Lui, c'est lui. Et vous, c'est vous, dit lentement le vieux. Ce qu'il a fait relevait du passé. Vous avez le droit de décider par vous-même. Comment s'appelait sa théorie déjà ? L'individualisme autonome ? J'ai vu ça à la télé. Si vous reconnaissez qu'elle est fausse et collaborez avec eux, ils ne vous tueront pas. » Une main appuyée contre le mur, CJ répondit. « Mais ils tueront chacune de mes copies, quoi que je dise et quoi que je fasse. Il suffit que ce soit lui, autrement dit moi, pour qu'il le tue. Il ne s'agit pas d'un point de vue personnel que je pourrais changer, c'est comme l'autodafé du premier empereur. Toutes les copies de chaque livre devaient être détruites. » Le vieux avait terminé ses vérifications routinières. « C'est différent. Vous avez le pouvoir de décider. Vous pouvez leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec les idées de votre corps original, que l'original avait tort et que vous voulez coopérer avec eux. Ils accepteront certainement que vous vous positionniez à leur côté et ils ne vous tueront pas. Ils n'en tireraient que des avantages. » Ébranlé, CJ47 rétorqua avec gravité. « Comment pouvez-vous parler ainsi ? Vous êtes un clone vous-même, non ? Et vous venez de me dire que vous étiez mort une fois, ce qui montre bien que vous considérez comme vôtre le passé de votre corps original ou de votre copie précédente. Vous reconnaissez donc que vous êtes un même corps, que votre passé est le vôtre, et que vous êtes aussi lui. » Imperturbable, le vieux se dirigea vers la petite table où il prenait ses repas. « J'ai dit ça, mais ça signifie que je ne peux pas faire abstraction de tout ce qui le concerne, lui et son corps original.
Si nécessaire, je peux annoncer que je n'ai aucun rapport avec eux. Je suis moi et je ne suis lié à personne. Non, vous ne pouvez pas. Et pourquoi pas? Vous ne pouvez pas vous abandonner vous-même. Aidez-moi, voulez-vous? Donnez-moi une bonne raison. Le vieux s'assit à sa table et actionna 2 boutons. 2 plats froids sous vide descendirent à l'intérieur du four encastré, se déballèrent automatiquement et commencèrent à chauffer. En voyant l'intérieur du four rougir progressivement, CJ-47 s'aperçut qu'il avait faim. Il espérait que l'un des 2 plats lui était destiné. Il n'avait rien mangé depuis 24 heures. Le vieux alluma une cigarette et lui en proposa une. Comme CJ-47 hocha la tête, il en alluma une autre et la lui tendit. Les 2 hommes fumèrent un moment en silence, gardant leur cigarette entre les doigts, comme s'ils attendaient un signal, puis tapotèrent la cendre sur le point de tomber. La fumée sentait bon. La distance qui les séparait semblait s'être réduite par le nuage de leur exhalaison. Retenant son appréhension, CJ demanda patiemment. « Vous souvenez-vous du moment où vous avez appris que vous aviez une copie ? » ?»« J'ai grandi avec ma copie, » dit le vieux. « Je l'ai su depuis mon enfance. » »« Moi non. J'ai grandi seul dans une ferme d'Australie, près d'un observatoire astronomique. J'ai eu une enfance recluse. Ma vie se limitait aux choses de la ferme et du bourg. Beaucoup de kangourous vivaient à proximité. Je m'amusais avec eux tous les jours. Avec quelques copains, nous les taquinions, attrapions des oiseaux et jouions entre nous. Il s'arrêta, comme perdu dans les souvenirs innocents de son enfance. La vie était simple. Il courait dans les rues du bourg, tous les après-midi, jouait au cricket, faisait les 400 coups et maltraitait ses camarades qui le maltraitaient à leur tour. Tout s'est arrêté quand j'ai eu 13 ans, reprit-il. Le vieux resta silencieux. Cette année-là, mon père m'a emmené chez une voisine qui assurait la maintenance informatique de l'observatoire. Il préparait ses repas et les lui apportait chaque soir. Je la connaissais. J'allais parfois m'amuser dans cette installation qui s'étendait sur plusieurs kilomètres et consistait principalement en quelques antennes dispersées dans la prairie. Les astronomes étaient des scientifiques de divers pays qui n'y passaient que quelques jours avant de s'en aller. Cette femme célibataire vivait seule dans une petite maison. C'était le soir de Noël. Tous les scientifiques étrangers ayant décliné son invitation, mon père avait eu pitié d'elle et nous avait emmenés chez elle, ma mère et moi. Elle avait l'air très contente, et je l'étais moi aussi, car mes occasions de visite étaient rares. Nous avions apporté des cadeaux que nous déposâmes au pied du sapin. Il y en avait déjà de nombreux autres, et je m'étonnais que tant de monde puisse lui en offrir. Mais je ne posais aucune question et m'assis sur le canapé pour manger des biscuits et regarder des livres pour enfants pendant que mes parents bavardaient avec elle. Des livres illustrés et beaucoup d'ouvrages informatiques. C'est au moment de passer à table que je fus stupéfié. Une femme qui lui ressemblait trait pour trait sortit de la cuisine. J'ignorais ce qu'était un clone et pensais qu'elle était sa sœur jumelle, mais elle se présenta en déclarant que les 2 étaient une seule et même personne. J'étais pétrifié, même si mes parents ne semblaient pas étonnés. J'eus du mal à avaler la nourriture et le repas terminé, je retournais sur le canapé pendant que les 2 femmes ouvraient les cadeaux qu'elles s'offraient mutuellement, tous bien emballés et accompagnés de cartes. À l'ouverture de chacun d'eux, elles manifestaient leur joie et s'embrassaient. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce monde pouvait abriter des gens aussi solitaires. En rentrant, je demandai à mon père si j'étais moi aussi un clone. Il me raconta tout. Il n'était que mon père adoptif. Je me souviens encore des étoiles de ce soir-là. Nous pouvions voir la Voie lactée tous les soirs, mais elle brillait particulièrement cette nuit-là, tout comme la Croix du Sud. Je crois que je n'ai jamais vu autant d'étoiles depuis. Il s'arrêta et leva les yeux au plafond, comme s'il voulait les admirer à travers le toit. Le vieux avait terminé sa cigarette et la minuterie du four était arrivée à 0. Il se leva.
sortit les 2 plats et en tendit un à CJ47. Des rouleaux de viande surgelée et des pommes de terre grillées. Le vieillard commença à manger. CJ47 n'avait pas bougé. Sa cigarette se consumait toujours. Il semblait l'avoir oubliée. Par la suite, je suppliai mon père de me renvoyer rejoindre mes clones et mon corps original. Dès que je les vis, je sus que j'avais trouvé ma place. Comme si mon cœur s'éveillait enfin. Imperturbable, le vieux coupait ses pommes de terre. « Cette histoire est trop sentimentale pour moi, » dit-il. CJ47 tira 2 dernières bouffées de sa cigarette. « Il ne vous est jamais arrivé de penser que vous éprouviez les mêmes sentiments que votre corps original ou une autre copie ? Lorsqu'il vous disait quelque chose et que vous le ressentiez, le viviez-vous dans votre corps ? Oui, c'est normal. Avez-vous réfléchi au pourquoi ? Pourquoi ? Parce que votre vie et la sienne sont une seule et même chose. Pourquoi aller chercher toute cette mystique ? Ricana le vieux. Vous avez les mêmes gènes, donc les mêmes hormones et les mêmes structures de cerveau. C'est pour ça que vous avez les mêmes réactions. Rien de surprenant. Ce n'est pas aussi simple. Cela met en jeu l'existence propre d'un individu. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'est l'existence ? Est-ce quelque chose d'emprisonné dans un corps ? Non, cela dépasse le corps physique. Chacun de nous, chaque copie, partage une même vie. C'est comme un livre. Lorsque vous en détruisez un exemplaire, pouvez-vous dire que vous avez détruit le livre ? Non. Tant qu'il reste du papier, il est possible de le dupliquer et c'est encore le même livre. L'âme du livre est son contenu, sans rapport avec le papier. Le livre continuerait d'exister même si tous ses exemplaires disparaissaient de ce monde. « Ça va refroidir si vous ne mangez pas », dit le vieux en montrant son assiette. CJ47 baissa les yeux et piqua machinalement de sa fourchette une pomme de terre avant d'ajouter « Les rapports entre un livre et ses exemplaires sont les mêmes qu'entre notre existence et nous. » Le vieux avala son dernier rouleau et posa sa fourchette. « Mais on peut dire que le livre a disparu si personne ne s'en souvient. » « Oui, c'est pourquoi il faut en garder au moins un exemplaire. » Il regarda nerveusement le vieux dans les yeux et poursuivit. « Vous ne comprenez toujours pas. Je suis ce dernier exemplaire, la dernière copie de cette existence. » Le vieux le fixa en silence. CJ47 posa sa fourchette et déclara « 46 personnes sont mortes avant moi, y compris lui. Je suis la dernière copie à éliminer. Lorsque je serai mort, ils détruiront complètement ma carte génétique et je ne pourrai plus exister. Ce n'est pas seulement les exemplaires, c'est cette existence elle-même qui disparaîtra. Il ne s'agit pas de moi ou de lui, mais de cette existence qui est aussi mon existence. » La lumière du jour avait déjà disparu, mais la lueur de la nuit perçait à travers une petite fenêtre. Dans l'entrepôt, il ne pouvait plus se voir. Le vieil homme alluma une lampe sur la table. Il restait dans l'ombre. Seules 2 mains étaient visibles dans le cercle de lumière. CJ47 avait chaud, cette hausse de la température que provoque l'agitation nerveuse. Il cherchait à distinguer les yeux de son interlocuteur dans le noir, à percer à jour les vraies pensées de ce vieillard impassible. « Aidez-moi, voulez-vous ? Sinon, il disparaîtra complètement. » Le ton de sa voix était passé de la menace à la supplique. « Mais j'ai encore une femme et une fille, » dit lentement le vieux. « Vous pourrez fuir avec moi. Faites-le pour le bien de toute l'humanité. » Le vieux restait silencieux. À voir ses sourcils froncés, lui aussi se trouvait face à une décision difficile. CJ47 pensa alors à négocier un compromis. Ou alors, aidez-moi à préserver mon livre, mon dernier ouvrage, qui n'a pas encore été publié. Demain matin, un camion va venir livrer des marchandises, dit le vieux.
Le lendemain à l'aube, le bruit assourdissant d'un haut-parleur retentit à l'extérieur de l'entrepôt. Le son qui portait à des centaines de mètres hors du village pénétrait par les grilles d'aération et résonnait contre le toit en un écho vrombissant. Comme l'avait prévu le vieux, il menaçait d'envoyer du gaz toxique si CJ-47 ne sortait pas de lui-même ou n'était pas livré. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et le vieux sortit, toujours maître de lui, concentré, dans son bleu de travail, la peau tendue de son visage faisant ressortir le creux de ses joues, ses yeux cernés, ses quelques cheveux blancs flottant au vent. À la lumière du jour, il semblait encore plus maigre. Il leur fit signe de l'accompagner à l'intérieur, puis les emmena vers un conteneur fermé qu'il ouvrit, fit glisser une petite bombe anti-bunker qui obstruait la rampe d'accès, pénétra avec eux dans le conteneur, s'arrêta devant une petite caisse qui aurait dû contenir des obus, attendit que les caméras se mettent en place et ouvrit la caisse. Le corps recroquevillé de CJ-47 se trouvait à l'intérieur. À cet instant, le monde entier put voir le regard furieux, effrayé et désespéré du fugitif. Panuo 32 déclara que CJ-47 avait prévu de simuler une fuite par une bouche d'aération au milieu de la nuit, puis de se cacher dans une caisse pour être emmené par camion à Toulouse. Ce plan était simpliste, mais j'ai réussi à gagner sa confiance, dit Panuo 32 au policier. Oui, j'ai envisagé un moment de lui obéir, mais j'ai une femme et une fille, déclara-t-il ensuite aux journalistes qui l'entouraient. CJ-47 fut emmené, mais les policiers gardaient des soupçons envers Panuo 32. Ils fouillèrent de fond en comble l'entrepôt, brûlèrent tous les papiers, inspectèrent l'ordinateur, reformatèrent les données de stockage et détruisirent les disques durs pour s'assurer qu'il ne restait rien de la carte génétique de CJ et de ses œuvres théoriques. Les données étant sauvegardées chaque jour, elles ne risquaient pas de disparaître. Aussi les disques durs pouvaient-ils être détruits sans risque, alors que si le dernier ouvrage de CJ ne l'était pas et se voyait propager, les conséquences pourraient être terribles. Même Panuo 32 fut fouillé méticuleusement et ses vêtements réduits en fines lamelles. On lui procura en échange des habits neufs de meilleure qualité. Les jours qui suivirent, CJ-47 fut jugé à huis clos devant un tribunal militaire et rapidement condamné. Panuo 32 fut muté dans une autre base, où il subit un examen sous hypnose, sous la direction de médecins militaires spécialisés. Ces médecins et des enquêteurs criminels le soumirent à des interrogatoires répétitifs sur le contenu du nouveau livre dont CJ-47 aurait pu lui parler, sur ce qu'il en savait éventuellement et sur ce qu'il aurait pu révéler au sujet de l'emplacement de son trésor ou de ses soutiens. Il fut interrogé à de nombreuses reprises, selon la méthode d'extraction d'informations par transe de troisième génération. Dans ce processus, sa mémoire ne distinguait plus la frontière entre éveil et sommeil. Il se remémora plusieurs fois de nombreux épisodes de sa vie, notamment la pêche au bord du fleuve avec un autre soi, les championnats internationaux d'échecs à l'aveugle disputés dans sa jeunesse, ses visites de tous les entrepôts du monde à l'âge adulte, l'illumination ressentie lors de l'ascension d'une montagne enneigée et enfin sa vieillesse solitaire dans cet entrepôt reculé. Il se rappela tous les tournants de son existence et ses dernières orientations. À son réveil, il reprit sa morne activité quotidienne et la nuit rêva sans fin à différentes scènes de sa vie et à la conversation de ce fameux soir. Après s'être assuré qu'elle ne pourrait plus obtenir aucun renseignement utile, les autorités le libérèrent. Selon le dossier d'audition, Panuo 32 n'avait réellement aucune notion du nouveau livre de CJ-47. Autrement dit, ce nouveau livre avait disparu avant d'être publié. Les soutiens de CJ se divisèrent et se dispersèrent rapidement après la mort du dernier clone. Et le noyau de l'organisation, essentiellement constitué d'oligarques et d'une partie de la classe moyenne férue d'indépendance, tous principalement attachés à leur propre préservation, disparut avec son dirigeant.
Ces notables qui, à l'apogée du mouvement, n'apportaient leur contribution que discrètement, se retirèrent rapidement lorsque la crise survint. La vague d'opposition que Sidje avait entraînée reflua sans laisser de traces et l'océan des affaires du monde retrouva le calme de la mort. Parfois, quelques soutiens annonçaient le retour de leur leader, mais ce genre de nouvelles cessa avec le temps de provoquer des réactions. C'est ainsi que se termina l'affaire. Le monde avait repris sa marche ordinaire, la notion de macrocosme était déjà profondément enracinée dans les esprits. La sélection génétique amplifiait la divergence des aptitudes entre les gens et les caractéristiques identitaires devenaient donc de plus en plus manifestes à chaque génération. Magasiniers, transporteurs, policiers, chaque être humain était un petit électron de ce macrocosme et chacun, à sa place, se fondait dans l'ensemble. En cas de conflit entre votre liberté et celle du monde, vous n'étiez plus libre. L'émancipation n'était pas importante. Le seul moyen pour conserver son libre arbitre consistait à l'intégrer à la liberté du macrocosme. Panuo 32 connut une fin de vie perturbée. Dès sa libération, il subit la haine et les menaces de beaucoup de gens. Sa trahison lui valut d'être rejeté par tous les soutiens silencieux de Sidje à travers le monde. Les menaces ne se limitaient pas à des lettres. Elles allaient jusqu'à des appels publics au meurtre. Il fut contraint de demander la protection des autorités qui le confinèrent dans une zone contrôlée par l'armée et le mirent sous bonne garde. Il cessa de travailler et reçut du gouvernement une confortable retraite. Ce traitement reflétait non seulement une volonté de protection, mais également un reliquat de méfiance à son égard de la part de l'armée, qui n'osait plus lui confier la garde d'un dépôt de munitions. Il vivait dans une prison dorée, se promenant tous les matins au bord du village, avant d'aller prier seul dans une petite église désaffectée, buvant le thé avec sa femme l'après-midi, regardant sur la toile les photos que lui envoyait sa fille, rédigeant le soir son journal intime. Il ne fit que 2 voyages, sous haute protection, pour voir la copie qui avait grandi avec lui et qui était à la fois son frère et lui-même. Alors que cette vieillesse semblait se dérouler paisiblement, il fut assassiné un après-midi à l'âge de 67 ans, soit 7 ans après la mort de Sidje 47, d'un coup de couteau dans le cœur par un homme qui avait réussi à pénétrer dans le village. C'est ainsi que cette affaire connut son épilogue. Sur son cheval, Panuo 34 regardait le torrent devant lui. Le bruit de la cascade résonnait au loin. Panuo 35 se tenait debout sur un promontoire dans un virage du sentier de montagne, la moitié de la jambe tendue au-dessus du vide, à 1 pas de la falaise. Panuo 34 fit un pas en avant et Panuo 35 recula encore d'un demi-pas. « Écoute d'abord l'histoire que je vais te raconter, » dit avec précaution Panuo 34. « Et tu décideras ensuite, d'accord ?» Panuo 35 ne répondit pas, mais regarda Panuo 34 avec une expression de rejet et de soupçon. Il traversait une phase de détachement universel. Il est malaisé de parler de la vie peu reluisante d'un ancêtre minable à la jeune génération, et encore plus lorsque cela concerne la propre médiocrité de son interlocuteur sur le point de se suicider. Mais Panuo 34 savait qu'il devait le faire. C'était la seule chose que 35 pouvait entendre. À l'époque, j'avais ton âge, 13 ans, et 33 en avait 62. Lorsqu'il m'a raconté cette histoire, beaucoup de choses m'étaient étrangères, comme pour toi en ce moment. Il était vieux et savait qu'il n'avait peut-être plus longtemps à vivre. Il avait entendu toute l'histoire de la bouche de Panuo 33, 55 ans plus tôt, et son souvenir était intact. Soudain, il eut la vision de Panuo 33 en contre-jour, debout devant la fenêtre, vieux, fatigué, les sourcils froncés, embarrassé. Il avait également vu Panuo 32 une fois, mais il n'était alors qu'un enfant timide de 5 ans qui restait caché derrière le canapé.
La signification réelle d'un clone tient en ce qu'il peut dire véritablement. Je te comprends, expliqua-t-il patiemment à 35. Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment, bien que nous soyons différents. Par exemple, l'accident de 33 lui a laissé des séquelles à la jambe et j'ai eu très tôt des problèmes rénaux, ou encore je n'ai pas les mêmes goûts vestimentaires que toi, enfin, etc. Nous avons des points essentiels en commun. Nous sommes introvertis, particulièrement susceptibles et rêveurs. Nous partageons une même existence. Je comprends même ce que tu ressens en ce moment. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul dans ton cas. Même si tu as une déformation à l'oreille, tu n'as pas à te sentir inférieur ou isolé. Qui a une déformation à l'oreille ? S'écria Panuot 35. Ok, je me suis trompé, tu n'as pas de déformation à l'oreille. Ce que je veux dire, c'est que tu te distingues par des particularités, des points forts, et que tu ne dois pas attacher d'importance à des petits détails insignifiants. Le moral de Panuot 35 était au plus bas, et son humeur ne s'était pas arrangée depuis qu'à l'école on l'appelait drôle d'oreille. Sa coupe de cheveux était longue, d'un côté, courte de l'autre, une grande mèche lui barrait le front et cachait son œil gauche, couvrant au passage un œil et la moitié de son visage, alors qu'à droite, les cheveux étaient coupés à ras. Il passait régulièrement les doigts sur sa mèche et la ramenait sans cesse machinalement vers la gauche. Il détestait les types qui essayaient de le décoiffer en classe et les aurait bien cognés s'il avait pu. Il le faisait dans ses rêves, mais dans la vie réelle, il souhaitait aussi jouer avec eux. Il aurait volontiers échangé tous les modèles réduits contre leur estime. Il était toujours celui dont on se moquait. Il n'était pas non plus apprécié des professeurs. Ses notes étaient mauvaises. Il avait l'esprit lent et aucun talent, sinon celui de tout apprendre par cœur. Il était oublié lors des sorties. Les filles qu'il aimait le rejetaient. Et, ce qu'il ne pouvait pas supporter, partait ensuite embrasser devant tout le monde ceux qui l'appelaient drôle d'oreille. Tu as ta personnalité, continua patiemment Panuot 34. Par exemple, tu peux retenir facilement tout ce que tu vois et entends, et tu peux réciter beaucoup de poèmes à tes camarades. Réciter des poèmes, hein ? Panuot 35 n'avait jamais rien entendu d'aussi bête. Tu bénéficies d'une longue histoire, d'une longue expérience en tant que clone. Et il n'y a pas de quoi en être fier, s'écria Panuot 35 en fixant 34. Son regard contenait une détresse difficile à détecter, comme un feu brûlant sous un masque inerte, ou comme une blessure profonde. Tu peux arrêter de me ressortir votre baratin. Je le connais depuis longtemps, mais nous ne sommes plus à votre époque. Tu crois que les clones ont de quoi se glorifier ? Tu sais comment on m'appelle en classe ? Bon, laisse tomber. De toute façon, dans ma classe, ceux qui ont de l'argent ne sont pas des clones. Ils ne comprennent pas vraiment les clones. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? L'intérêt qu'il y a d'être magasinier ? Ils étaient tous magasiniers. Dès leur naissance, à l'âge fixé, ils allaient se faire embaucher. Panuot 34 savait que c'était un sujet de moquerie. Ce n'était pas un métier prestigieux et dans son enfance, il avait lui aussi été ridiculisé à cause de cela. Il regarda Panuot 35 dans sa combinaison noire moulante, dont les bords semblaient une prolongation de sa peau. Des franges flottantes étaient cousues aux 4 membres comme des chutes de tissu mal taillées ou la cape de Batman qui aurait rétréci au lavage. Des vêtements que Panuot 34 n'aurait portés pour rien au monde dans sa jeunesse. L'enfant avait grandi auprès de lui comme lui-même avait grandi auprès de Panuot 33. Il constituait une catégorie spéciale au sein de la foule des humains parce qu'ils pouvaient perpétuellement s'éduquer entre eux et s'apprendre mutuellement beaucoup de choses. Il comprenait profondément la douleur, la honte et la colère de Panuot 35 pour les avoir éprouvées lui-même dans son adolescence. Dans ce monde, chaque individu est différent. Tu ne t'intéresses peut-être pas à notre histoire, mais ce que je vais te raconter, ce qui s'est passé cette année-là dans l'entrepôt est déterminant pour notre avenir. Panuot 35 observa son aîné de loin, sans reculer d'un pas, le corps rigide, au bord de la falaise. Panuot 34 porta les yeux sur la vallée verdoyante. Son regard semblait percer la brume et revoir les lumières des lampes au crépuscule de ce jour du passé. Ce soir-là,
Panuo 32 a demandé à CJ 47 pourquoi il devait absolument survivre. Puisque la plupart de ses idées étaient déjà diffusées, il n'était plus important qu'il vive ou qu'il meure. Les œuvres des penseurs anciens sont encore là alors que leurs auteurs ne leur ont pas survécu. Et CJ a prononcé une phrase qui a touché Panuo 32. Il a dit « Imaginez qu'Einstein soit encore en vie. Que ferait-il de ce qu'est la cosmologie, de ce que sont les théories du Big Bang et des quarks ?» Beaucoup de gens ont vécu en même temps et au même endroit qu'Einstein, mais aucun d'eux n'a eu l'intuition de la relativité générale. Ce n'est pas par manque d'intelligence, mais parce que leur mode de pensée était différent, qu'ils considéraient les problèmes sous un autre angle. Les circonvolutions cérébrales, le rapport entre la matière grise et la matière blanche, le niveau d'hormones et les relations entre les hémisphères gauche et droit du cerveau sont différents pour chacun de nous, et c'est pourquoi chacun a un mode de pensée spécifique. « Je suis moi », a-t-il dit ensuite. Bien que ce ne soit pas moi, cette copie, qui ait produit mes équations, mais la première fois que je les ai vues, j'ai su que je pensais de cette façon. En voyant les hypothèses, j'avais la conviction que je me serais naturellement orienté dans ces directions. C'est donc moi. De la même manière, vous êtes vous. Vous seul êtes capable de faire certaines choses et dans de nombreux domaines. Vous êtes le seul à pouvoir vous orienter dans votre direction spécifique. Ce sont ces paroles. Vous seuls êtes capables de faire certaines choses qui ont touché Panuo 32. Panuo 34 tourna alors la tête pour observer fixement 35, comme s'il voulait lui transmettre de nombreux messages par ce regard. L'enfant perçut la gravité de son aîné. Il se demanda ce que 34 allait dire et passa machinalement la main dans ses cheveux. Il bougea un pied et 2 cailloux se détachèrent de la falaise pour rouler vers le précipice dans un bruit sec. Les 2 clones se turent un moment. Seul le bruit de la cascade se faisait entendre derrière eux et une légère brume enveloppait les pins sur la falaise. Je sais que le travail de magasinier n'est pas très prestigieux et que tu en as un peu honte, parce que tu préférerais être une vedette. Je comprends cela, mais tiens à te dire qu'il y a une raison pour laquelle nous faisons ce métier. Nous sommes comme les exemplaires d'un même livre. Seul le livre a une signification. Plus les clones sont nombreux, plus vaste est le monde. Tu peux vivre éternellement. Selon l'individualisme autonome de CJ, la valeur d'un individu ne doit pas être décidée par le macrocosme, mais par le microcosme. C'est le point le plus dangereux de sa théorie. Je veux bien croire. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas mourir. Panuo 34 pouvait voir 35 retenir son souffle. Tout était calme et vide autour d'eux. Le son de la cascade au loin parvenait à leurs oreilles, et les embruns majestueux s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres pour créer un arc-en-ciel à mi-hauteur de la montagne. Les forces de la nature les enveloppaient. Personne ne pouvait entendre ce qu'ils disaient ici. Panuo 34 s'éclaircit la voix. Il estima que le moment était arrivé. Il repensa à ce qu'il avait vu à la télévision les jours précédents, à la crise du macrocosme et à l'effondrement du pouvoir. Comme les pannes s'accumulant sur un circuit électrique qui aurait fonctionné trop longtemps, provoquaient des surchauffes locales et grillées. Il voyait l'absence de coordination entre les parties, l'incapacité à combler les manques par les redondances, la répression violente que l'on cachait au public, la coordination de plus en plus déficiente, la mauvaise affectation des ressources humaines, le manque de vision globale et de capacités individuelles, la tension énorme entre les richesses accumulées et les manques, ainsi que le déséquilibre et l'effondrement systémiques imminents. Le temps était venu, un nouvel ordre se révélait nécessaire. Personne en ce moment ne pensait plus aux prisonniers en cavale d'autrefois, et la protection contre la menace passée n'était plus une priorité. D'une voix qui commençait à s'érailler à force de parler, Panuo 34 reprit. « Écoute-moi bien. Je suis vieux et je pourrais bien mourir dans les années qui viennent. Mais tu me survivras. Si nous sommes magasiniers, c'est principalement en raison de notre mémoire.
Nous devons préserver de nombreux secrets et c'est pourquoi nous avons subi un filtrage et une amélioration génétique. Les zones de notre cerveau se sont développées d'une façon particulière pour atteindre une capacité de mémorisation supérieure à la normale, nous permettant de disperser notre mémoire, de la diviser, d'en mêler les éléments, de les rassembler et de tirer des informations utiles, de souvenirs désordonnés. Cette capacité nous permet de traiter des affaires complexes, mais également de cacher certains souvenirs, d'empêcher quiconque de les détecter. Sais-tu qu'avant l'invention de l'écriture, il existait une catégorie de personnes appelées les bardes. Ils ont transmis l'histoire pendant plusieurs siècles par des épopées chantées. Au Japon, un clan a vécu pendant des générations de la transmission orale de l'histoire. Dans ces temps anciens où les livres n'existaient pas, la passation reposait sur la mémoire de ces bardes. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples. En Chine, lorsque le premier empereur fit brûler les livres, de nombreux lettrés apprirent par cœur les textes canoniques avec leurs élèves pour les rédiger de mémoire 100 ans plus tard, lorsque la situation se serait apaisée. Il suffit qu'un livre soit mémorisé par une personne pour ne pas disparaître. Sous l'Empire romain, les disciples de Jésus se sont cachés pendant 3 siècles en récitant les actes des apôtres, avant de pouvoir diffuser les évangiles dans le monde entier. La mémoire était la nourriture de leur esprit. C'est notre destinée. Nous sommes en temps ordinaire des moins que rien, maigres et laids, et nous passons inaperçus. Mais dans certaines circonstances, nous pouvons nous distinguer. Je ne sais pas quelle moquerie tu subis généralement, mais je voudrais te dire qu'à tout moment, tu peux choisir d'accepter ta particularité. Choisir d'être soi-même, c'est une forme de courage. Il inspira profondément, puis expira longuement. Il y avait longtemps qu'il voulait prononcer ces paroles. Maintenant, écoute bien. Tu dois mémoriser de toutes tes forces le passage qui suit. Au moment opportun, tu le réciteras à la personne qui doit l'entendre. Il n'est pas particulièrement difficile. Tu n'as pas besoin de retenir les 3 milliards de paires de bases, mais seulement 20 000 gènes et 70 000 séquences de segments. Je sais que tu en es capable. Maintenant, récite après moi. Chromosome, 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 initiateur, fragment, d'Okasaki, segment, gamma, gagan 2, hydroxystéroïde, déshydrogénase, alpha, albumine, segment, FG. Panuo 35 s'écarta de la falaise. Il répéta les mots de Panuo 34, segment par segment. Il était intelligent et mémorisait vite. Le son de la cascade couvrait leur voix et de loin, ils avaient l'apparence tout à fait ordinaire d'un grand-père et de son petit-fils en excursion dans la montagne. Le dernier des braves est une nouvelle de Hao Jingfang, extraite du recueil de nouvelles L'insondable profondeur de la solitude, publiée aux éditions Outre-Fleuve. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.